Salut Clément. Salut Pierre. Alors Clément, tu es le porte-parole des politiques climat pour Greenpeace. On t'a déjà reçu à plusieurs reprises dans la Bédinale. Hier, le président Emmanuel Macron s'exprimait devant la Convention citoyenne pour le climat. On va y revenir évidemment, mais d'abord un mot sur les résultats des élections de ce week-end. J'imagine que pour un militant de Greenpeace, les résultats de dimanche sont plutôt une bonne nouvelle. Alors oui, les résultats dimanche sont encourageants. Après, le premier est quand même celui de l'abstention massive, et on peut déplorer un petit peu le bricolage démocratique qui est mis en œuvre par ce gouvernement et qui y contribue certainement. Il y a aussi des effets de régime, à mon avis, qui jouent à plein. Je pense qu'il y a une fatigue générale de la population électorale par rapport à la Cinquième République. Il va falloir réinventer très fortement les formes de démocratie. On y reviendra peut-être avec cette question de la Convention citoyenne plus tard. Mais là, le score des écologistes, qui était quand même assez inattendu à ce niveau-là, même si on voit bien qu'il y a une envie électorale qui se porte sur cette question de plus en plus dans l'opinion publique, qui se transforme de plus en plus dans les urnes, est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'écologie devient vraiment le ressort aujourd'hui de l'engagement civique, par les voies civiques les classiques, disons. Et qu'en plus, cette écologie, elle se construit en opposition, en réalité, avec Emmanuel Macron, avec La République En Marche. Et donc, elle opère, on voit une clarification des lignes de fracture sur la question écologique, qui est intéressante parce que toute la stratégie aujourd'hui des conservateurs et des libéraux et d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de noyer le sujet dans un consensus smooth, de le dépolitiser en permanence, d'en faire un objet de communication beaucoup plus que d'action législative, de désarmer en permanence l'affrontement économique, les antagonismes sociaux qui sont centrales dans cette question-là. Et donc voilà, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron aujourd'hui en fait sert de point de pivot à une mobilisation autour de l'écologie politique. Donc c'est l'échec de sa stratégie qui trouve des résultats électoraux concrets. Est-ce que ça veut dire que la prise de conscience, justement, elle commence à être globale ou au contraire, quand on analyse justement la sociologie électorale, on a le sentiment que les écologistes ont conquis un électorat très classe supérieure, semi-urbain, voire très urbain? C'est une bonne question, c'est toujours le sujet. Effectivement, il faut que l'écologie parvienne à rejoindre l'électorat le plus populaire, le plus concerné par la précarité économique. C'est pour ça que Greenpeace, et que aujourd'hui l'ensemble des ONG qui travaillent sur ces sujets, avec la société civile qui se mobilise sur l'environnement, est très soucieuse de placer en permanence la question sociale au cœur de son discours. C'est ce qu'on voit avec notre alliance, par exemple, avec la CGT. C'est-à-dire que l'écologie, le terrain de bataille, c'est pas que les ZAD, c'en est un, mais c'est surtout l'appareil productif, c'est les usines, c'est ce qu'on fait des salariés, des ouvriers, des ouvrières. Et c'est là que ça se passe. Et effectivement, il faut continuer à aller vers cet électorat-là. Ben voilà, les scrutins étaient plus politiques, j'ai envie de dire, dans les grandes villes, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de mobilisation. En tout cas, on voit que dès qu'il y a une conscience politique active, argumentée, qui se porte jusqu'aux urnes, ça devient de plus en plus autour de la question écologique. Alors, je le disais, hier, Emmanuel Macron s'exprimait devant la Convention citoyenne pour le climat. Sur le papier, on pourrait dire qu'il a quand même écouté les 150 citoyens, puisqu'il devrait reprendre 146 des 150 propositions. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça aussi. Non, il faut pas tomber dans il faut pas tomber dans les artifices d'Emmanuel Macron, qui est un politicien roué, et qui sait très bien manipuler sur le plan de la communication la question écologique. Cette convention, déjà, elle a bien travaillé. Ça, il faut reconnaître ça aux citoyens. C'est un bel exercice de délibération. Pour autant, c'est un objet qui souffre de plusieurs vices de forme initiaux. Le premier, c'est déjà le mandat qui lui a été donné. C'est-à-dire que le citoyen était censé réfléchir à comment abaisser à moins 40% d'ici à 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un mandat qui est largement obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait les baisser de moins 65% au moins. Combien Si tu on dis? veut moins 65% au moins si on veut atteindre les objectifs de Paris, c'est-à-dire limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Donc ça, c'est un premier problème, et c'est ce qui fait qu'en fait, ces propositions sont intéressantes, mais elles sont peut-être un petit peu en deçà quand on regarde l'ensemble de ce que proposent en fait les ONG. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas
le fondement institutionnel à cette convention, il est assise juridique, qui fait qu'au final, il n'y a pas de garantie politique par rapport à la reprise des travaux sans filtre et exhaustifs par l'exécutif et par le pouvoir législatif. Donc, c'est là que ça va jouer, c'est ce qu'on verra. Il faut que maintenant les citoyens s'engagent dans un travail d'opposition politique quasiment, qu'ils assument en tout cas un rapport de force avec le gouvernement, parce que élaborer c'est une chose, ces propositions, pour la plupart, elles étaient déjà connues. D'ailleurs, elles ont déjà été rejetées plusieurs fois Le sans la rapport, discussion. tu dis, c'est les 150 citoyens qui doivent le conduire vis-à-vis du gouvernement? Tout à fait, ouais. C'est aux 150 pardon, citoyens de s'engager politiquement. Élaborer, c'est une chose, porter politiquement, c'en est une autre. D'ailleurs, ils ont créé une association pour assurer ce suivi. Il faut qu'ils le fassent. Il ne faut pas qu'ils se fassent piéger dans les diverses formes de délibération qui ont été encore proposées par Emmanuel Macron, etc. Le troisième vice de forme, c'est peut-être la faiblesse quand même démocratique du tirage au sort. C'est-à-dire que voilà, là, c'est 105 citoyens qui sont chargés, en fait, de réfléchir à l'avenir du pays, au modèle de société du pays, à sa constitution économique. Voilà, ça sera jamais égal aux 44,5 millions de personnes qui constituent le corps électoral. Et le problème, pourquoi je dis ça, c'est que derrière, il y a des rapports de force à pouvoir jouer. Et Emmanuel Macron a redit, d'ailleurs, devant les citoyens que bon, voilà, ils n'étaient pas égaux à ceux qui étaient élus et qui allaient avoir maintenant le travail la charge, en tout cas, de se réapproprier ces mesures et de les digérer. Et je dis ça parce que, en fait, quand on regarde dans l'histoire, c'est très à la mode le tirage au sort, mais ce qui s'est passé en Belgique, en Colombie-Britannique, en Islande, tout ce qu'avaient fait les constituants de tirage au sort est resté lettre morte. Parce que derrière, ils n'ont pas le rapport de force politique pour imposer leur décision à une majorité sociale et politique. Ce qui s'est passé en Irlande, c'est intéressant, mais ça avait des grosses limites. Notamment, les constituantes irlandaises n'ont pas travaillé sur les sujets économiques, qui constituent pourtant le nerf de la guerre. Ouais. Ça veut dire que la proposition, on va revenir sur les propositions de la Convention, mais sur la forme et sur la méthode, ça veut dire que les propositions d'Emmanuel Macron de faire des référendums, par exemple, sur notamment le premier où il s'agirait d'introduire la notion de biodiversité dans l'article 1er de la Constitution et le second pour faire valider un certain nombre de propositions de la Convention, ça veut dire que cette méthode-là, c'est quoi? C'est pour chercher à gagner du temps ou est-ce qu'il y a une volonté quand même justement de redonner justement au corps électoral une possibilité de prise justement avec ces propositions? Gagner du temps, comme tu dis, c'est un peu toute la question. On se demande, voilà, Emmanuel Macron, à la sortie de crise des Gilets jaunes, a imaginé avec d'autres cette convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que plutôt que modifier sa politique, il a préféré créer une instance de délibération. Et en réalité, depuis que cette convention existe, aucune réforme sur le climat n'a été mise en œuvre et on a même plutôt reculé sur certains aspects. Comme je disais, cette convention, c'est le fait du prince. C'est Emmanuel Macron qui la décide, qui en dispose. Et cette convention est donc très exposée aux manœuvres, aux tactiques politiques d'Emmanuel Macron. Et elle est donc très vulnérable en réalité. Donc, voilà, c'est toute la question, qu'est-ce qui va en être fait? Et la réponse d'Emmanuel Macron hier était assez problématique dans la mesure où on a l'impression qu'il choisit une mise en application à la découpe, avec une stratégie très dilatoire, c'est-à-dire que à la fois dans le temps et dans l'espace, on va ventiler comme ça les différentes propositions. Il y en a certaines qui sont renvoyées au gouvernement pour application réglementaire, d'autres qui sont renvoyées au champ législatif dans le cadre d'un éventuel projet de loi. Il y en a d'autres qui doivent être intégrés à des plans de relance. Il y en a d'autres qui vont être discutés au niveau européen. Il y en a d'autres qui vont faire l'objet d'un référendum, d'autres d'un éventuel deuxième référendum qui nous conduira jusqu'à l'année prochaine. Les questions de fiscalité ont été renvoyées à la discussion électorale par Emmanuel Macron. Donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron va essayer de surfer sur cette convention jusqu'à 2022, jusqu'à servir sa campagne. Clément, sur la fiscalité, justement, Emmanuel Macron a rejeté l'idée de la taxe de 4% sur les gros dividendes. Et il a ajouté, d'ailleurs, après avoir dit ça, qu'il n'était pas contre l'idée d'une révision fiscale ou en tout cas de réfléchir à une autre fiscalité plus incitative sur les questions de transition climatique, énergétique, de transition écologique. Ça veut dire quoi en gros? Il veut pas faire payer les riches parce que ça ferait fuir les possibles investisseurs dans la transition, ou est-ce que justement il assume le fait que ça va être aux Français de payer cette transition?
Ah ouais, c'est une bonne question déjà de voir ce qu'il a d'ores et déjà oblitéré ou amputé dans le travail des citoyens. Déjà dans le discours général, quand il a présenté les mesures, il a salué le fait que les citoyens avaient rejeté la diminution du temps de travail. Il a fait tout un discours sur le fait qu'on resterait dans un système productiviste, on resterait dans un schéma macroéconomique fondé sur la croissance et qu'on n'irait pas sur des questions de sobriété, alors qu'aujourd'hui, la transition écologique, elle nécessite la décrue de certaines activités économiques, donc la décroissance de certaines pratiques, de certains secteurs économiques, qu'il va falloir accompagner par l'État. Et c'est d'ailleurs une des mesures de la Convention, hein, l'accompagnement de la reconversion industrielle qui a été passé sous silence par Emmanuel Macron. Sur la fiscalité, effectivement, il se opposait par exemple à la taxation à 4%, ce qui n'est pas énorme hein, pour les entreprises qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires pour financer la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne compte pas fixer des règles au marché financier, à la finance, aux investisseurs pour les faire participer à la transition écologique. C'est problématique parce que, par exemple, on a un sondage a révélé récemment que 86% des Français souhaitaient un encadrement des dividendes. Bruno Le Maire lui-même, pendant la relance, a proposé quelques formats pour encadrer les dividendes. Voilà, ça c'était décevant, mais il y a plein d'autres points sur lesquels il a reculé. Donc, les 110 km/h sur l'autoroute, très bien. Ce qui est assez ironique, c'est il a mis sur pied cette convention citoyenne pour le climat pour dire si je prends un échantillon de Françaises qui vont me sortir, c'est forcément porteur d'une grande acceptabilité sociale. Ouais. Donc là, les 110 km/h sur l'autoroute, c'est quand même moins 20% de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre pour les automobiles. Et là, tout de suite, il recule, il évite l'obstacle parce que voilà, il y a quelques lobbies automobilistes qui ne sont pas d'accord. Ensuite, il a refusé d'entériner l'abandon du CETA, alors qu'il y a plus de 80% des Français aujourd'hui qui souhaitent mettre un terme aux politiques de libre-échange qui sont nocives pour l'environnement. Pareil sur les logements, c'est un joker qu'il n'a pas mentionné en tant que joker, mais en réalité c'est qu'il a refusé l'approche qui consiste à obliger les propriétaires de logements qui mettent en location à effectuer une rénovation thermique intégrale. Il a rejeté aussi la proposition de fermer les lignes aériennes intérieures où une alternative en train de 4 heures serait disponible. Il a rejeté l'idée d'avoir il n'a rien dit sur le fait d'avoir un malus auto sur le poids des véhicules. Et il n'a rien dit non plus sur un plan d'investissement qui était proposé sur le ferroviaire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il n'a rien dit non plus sur l'éco-conditionnalité attachée aux aides d'État pour les multinationales. C'est intéressant qu'il n'ait rien dit là-dessus parce qu'en ce moment, il y a un projet de loi de finances rectificative qui est examiné cette semaine à l'Assemblée nationale, précisément sur ces plans de relance, précisément sur les secteurs les plus polluants des transports, aviation et automobile. La majorité a rejeté tout ce que proposait en fait la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, et ce matin, Bruno Le Maire à la radio a dit pareil, puisqu'on parle de fiscalité, il a dit qu'il n'était pas pour l'abaissement de la TVA sur le ferroviaire, alors que c'est une proposition de la Convention citoyenne. Sur les 15 milliards qu'il met sur la table pour la conversion écologique de l'économie, ça veut dire quoi en fait? C'est vrai que quand on balance des chiffres comme ça, on se dit 15 milliards, ça paraît beaucoup, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire en gros ça consiste en quoi? On parle toujours de transition énergétique. C'est quoi ça passe par quoi la transition écologique? Et ça veut dire quoi 15 milliards en face de ce concept de transition ou de conversion écologique de l'économie? Ça ne veut pas dire grand-chose. Là, pour l'instant, c'est 15 milliards qui sont suspendus en l'air. On ne sait pas très bien à quoi ils seront affectés. Là, on a déjà mis plus de 30 milliards quasiment sur des secteurs polluants dans l'automobile et l'aérien au gré des différents plans de relance, au gré des différents PLFR. 15 milliards, c'est moitié moins. Déjà, ce qu'on a investi dans des trajectoires à haute intensité carbone, dans lesquelles il faudra des années pour nous en extraire. Voilà, et après, j'en sais rien, ils sont capables de tout. Hein. Ils pourront très bien dire puisque on a mis des fausses conditionnalités à la relance de l'aérien, ces 15 milliards, on va dire qu'ils étaient pour la transition écologique. Voilà, à ce stade, rien n'est un effet d'annonce, quoi. Autre argument, c'est, je les cite, la protection de l'environnement ne peut pas se placer au-dessus des libertés publiques. C'est l'argument justement qui a été déployé pour refuser les propositions de modification du préambule de la Constitution. Pourtant, si on relit les propos de la Convention, les 150 citoyens n'opposaient pas les deux, puisqu'au contraire, ils parlaient de conciliation
entre justement la question des libertés publiques et la question de la protection de l'environnement. C'est quoi le sous-texte d'Emmanuel Macron là, et pourquoi il explique qu'il est hostile au changement du préambule de la Constitution? C'est que là aussi, il a peur qu'on mette des bâtons dans les roues de l'économie, de l'investissement justement d'entreprise. Très certainement, ce qu'il a peur, c'est de porter un coup de canif à la liberté d'entreprendre. Ce que proposaient les citoyens, c'était que notre modèle productif, quelque part, soit compatible avec la préservation des ressources naturelles. C'est-à-dire que nos libertés publiques ne puissent pas se faire au détriment de notre habitat public. C'est-à-dire ce qui est quand même de nos fondements matériels, des fondements matériels du vivant. Et voilà, il a refusé, il l'a fait comme s'il y avait une question de hiérarchie, alors qu'en fait, c'était une question de conciliation dans la volonté des citoyens. Donc ça, c'est dommage. Encore une fois, derrière, c'est la préservation des intérêts économiques. Et c'est empêcher que la loi fondamentale, derrière les lois organiques, puis les lois ordinaires, puisse un jour porter des contraintes à l'activité économique. En gros, tu dis cette convention, c'est assez innovant sur la forme, mais en gros, ça va faire pchit à la fin parce qu'on aura, comme pour le grand débat national qu'Emmanuel Macron a pris les Gilets jaunes, finalement, les propositions ne seront pas suivies des faits, elles auront été noyées par un discours, par des mécanismes, par des appels à des référendums qui nous reportent à 1 an, 2 ans, alors qu'il faudrait agir maintenant. On ne sait pas, c'est un risque très fort. Je pense que Emmanuel Macron a évidemment la tentation et la capacité d'instrumentaliser cette convention citoyenne, mais aussi cette espèce de citoyennisme où on aurait un lien direct entre des politiques responsables et des citoyens qui ne sont pas engagés dans la société civile. C'est quand même très pratique pour mettre à distance les ONG, la société civile organisée, les manifestants, etc. Parce que pendant qu'on reçoit tranquillement 150 citoyens, on ne se prive pas pour gazer les activistes climatiques qui défilent dans les rues ou qui font des actions de désobéissance civile. Après, voilà, si ces propositions doivent aboutir, ce ne sera pas du fait de la seule inertie de la CCC. Il faudra qu'elle soit portée déjà sur le plan local par les forces politiques qui ont été constituées par les élections municipales, par les ONG, par les manifestations sur le climat, par les mouvements de désobéissance civile. Disons qu'elle prend sa place dans un rapport de force. Après, voilà, c'est tangent parce qu'elle peut aussi être en fait une carte à disposition d'Emmanuel Macron pour faire semblant, encore une fois, d'embrasser un agenda écologique, en tout cas de s'attribuer le capital symbolique et politique attaché à la question écologique sans pour autant modifier sa politique économique. J'ai une dernière question, Clément. Hier, la centrale de Fessenheim a définitivement été débranchée du réseau électrique national. C'est un engagement qui remonte à 8 ans avec sous François Hollande. Dans le même temps, de l'autre côté du Rhin, on inaugure une centrale à charbon. C'est assez paradoxal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques énergétiques ne doivent pas être menées à l'échelle nationale, elles doivent avoir un cadre au moins à minima européen. Ce serait bien effectivement d'avoir plus de cohérence sur les politiques énergétiques au niveau européen. Après, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Il n'y a pas une volonté anti-nucléaire d'Emmanuel Macron. En réalité, il a repoussé ce que la majorité de François Hollande avait voté sur la réduction du nucléaire à 50%. Notamment, il a repoussé l'échéancier. Au niveau européen, il est très actif pour faire semblant justement que le nucléaire est la solution à la question climatique. Il est en train de transformer en fait la crise climatique en argument commercial pour EDF à l'international, ce qui paralyse un certain nombre de négociations internationales. Pourquoi? Parce que par exemple l'Allemagne ou l'Autriche ne sont pas du tout prêtes à dérouler le tapis vert entre guillemets pour EDF. Et il y a tout un débat là sur ce qu'on appelle la taxonomie verte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on labellise les différents types d'énergie. Et sur le nucléaire, la position française est évidemment très suspecte, très contre-positive dans ces négociations. Merci beaucoup, Clément. Mais merci à toi, Pierre.